Bonjour tout le monde. Bonjour François. Bonjour Mélodie. En forme? Oui. Oui. Pas plus que ça. Ben oui, on est en forme. On vient de tourner un podcast. On est moins en forme qu'avant le podcast parce que ça a été quand même... c'est toujours challengeant puis intéressant puis de discuter de différents sujets. Alors, qui on reçoit aujourd'hui? On reçoit Marie-Lou de chez Braver. Puis Marie-Lou Gagnon, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que là, on va dans un autre sujet complètement. On parle de technologie, de communication et du domaine de la santé. Alors, écoutez-nous. C'est super intéressant. Bonne écoute. Merci. Le pouls de la physio est une présentation de Medexa, Physiotech, service d'électrothérapie et médical-tronique. Bonne écoute! Salut François. Hey, salut Mélodie. Salut Marie-Lou. Allô? Allô, allô? Donc, pour tout le monde à la maison, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Marie-Lou Gagnon de Braver. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Braver, c'est une plateforme, une app, en fait, un outil de communication qui favorise la collaboration interprofessionnelle. Eh oui, exactement. Avant qu'on avance un peu trop, je vais juste présenter un petit peu Marie-Lou à l'équipe de physio et de tes fils. Donc, tu as commencé comme physio, tu as allé rapidement au MBA par la suite, puis finalement, tu as eu une passion pour l'entrepreneuriat, ou d'où est né Braver. Puis, parle-nous donc un petit peu de ton cheminement, ton parcours, qu'est-ce que tu as aimé, pas aimé, peu importe. Ben, OK, je vais me lancer. En fait, j'ai commencé à travailler... J'ai travaillé en clinique privée pendant quelques années dans la région de Québec. J'ai fini ma maîtrise en 2012. Puis j'ai commencé en parallèle un MBA, en fait, là, comme beaucoup de gens. Je me suis dit, hey, je vais faire un MBA, ça va faire évoluer ma pratique, mais je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. Mais en tout cas, je vais faire un MBA. Fait que j'ai commencé à ça à temps partiel. Puis, j'avais des insatisfactions, moi, dans ma pratique, comme plusieurs, probablement. Comme quoi? Quoi? Tell me more. Nomme-les. Sans nommer de nom. Là. Je pense que je suis une personne qui aime beaucoup travailler en équipe. Puis, rapidement, j'ai eu de l'intérêt pour traiter des patients avec des douleurs un petit peu plus complexes. J'avais un physiatre qui me référait des patients avec des douleurs persistantes. Puis, évidemment, devant ces patients-là, je me demandais tout le temps comment moi, Marie-Lou, tout seul, en tant que physio, je peux réellement aider ces patients-là en les voyant une demi-heure ou 2 semaines. Puis, la réponse, c'est qu'il faut travailler en équipe pour traiter ces patients-là. Donc, il fallait que je parle régulièrement au médecin de famille, ce qui n'était pas facile. Il aurait fallu que je parle régulièrement au physiatre. Pourquoi pas l'orienter vers un psychologue, un kinésiologue, tu sais. Puis, je me frappais toujours en la même réalité, qui est que, c'est pas facile de travailler en équipe dans le réseau de la santé parce qu'on travaille tous dans des milieux différents, avec des outils différents. On n'a pas le temps de collaborer. On peut rassurer les patients en leur disant que c'est autant difficile pour les professionnels de se parler entre eux que pour les patients de parler des fois à des professionnels. Là. Oui, exactement, tu sais. Fait qu'au final, je pouvais pas vraiment offrir la prise en charge que j'aurais aimé à mes patients. Fait que je pense que ça venait vraiment me rendre insatisfaite. Puis après ça, probablement ma personnalité, tu sais, peut-être, c'est ça. Fait que je m'étais dit, OK, je revenais à la maison, en fait, puis j'avais rencontré mon partenaire de vie à ce moment-là, dans les mêmes années. Puis lui, c'est un développeur logiciel. Il travaille dans le monde de la tech. Puis, évidemment, il solutionnait tous mes problèmes avec la tech. Fait qu'on a vraiment réinventé le monde avec une bonne bouteille de vin. Puis, on s'imaginait créer un projet qui aurait de l'impact dans notre société, dans notre réseau de la santé. Puis, c'est là qu'est né le désir de vraiment d'entreprendre. Puis, je suis retournée à l'école pour finir mon MBA. Puis à ce moment-là, je travaillais comme physio à temps partiel, puis j'étais étudiante à temps complet, fait que j'ai fini mon MBA en 1 an et demi. Puis en juillet 2018, on s'est lancés les deux en entrepreneuriat. Puis on a laissé nos jobs, puis on s'est investi à 100% dans Braver. Ouais. Félicitations. Merci. Tantôt, tu as dit quelque chose, puis ça nous a interpellés, François et moi. OK. Tu as parlé de personnalité et de physiothérapie. C'est comme si tu avais dit... J'ai pas la personnalité, ou il y avait peut-être une question de personnalité. Fait que c'est quoi la personnalité pour être physio, puis c'est quoi la personnalité pour pas être physio? C'est peut-être que Mélodie, elle interprète qu'est-ce que tu voulais dire. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Mais en fait, je veux pas tomber dans les stéréotypes. Fait que je pense qu'il faut faire attention parce que, tu sais, moi, c'est ma propre expérience, puis je pense que c'est très... c'est très personnel à chacun, là, si on peut dire. Mais moi, je pense que je suis quelqu'un qui aime les nouveaux projets, qui aime le mouvement, qui aime innover, qui est comme excité par le changement. Je pense que j'aime le changement. Et je retrouvais peut-être pas ça
dans la profession de physiothérapeute. Je trouvais qu'il y avait une certaine redondance. Puis, tu sais, alors que d'autres personnes vont trouver que c'est un métier qui bouge vraiment, parce que au final, tu vois toujours des nouvelles personnes. Avec des personnalités différentes. Avec des personnalités différentes. Mais c'est juste que moi, ça venait pas chercher le désir de mouvement que j'avais besoin, tu sais. Mais tu nommes quelque chose, je pense, qui est présent dans notre milieu, puis que t'es pas la seule, tu sais. Donc, effectivement, je pense que, évidemment, l'expérience de tout le monde n'est pas identique, mais je pense que c'est quand même une réalité. Et parfois, c'est une réalité dans la perception, pas toujours, parce que dans le fond, on voit que, dans le fond, tu fais de la physio autrement. Oui. Un peu comme Élodie, aussi, tu sais. Donc, puis on est plusieurs, là, à vouloir faire les choses autrement, qu'on garde un pied dans la pratique ou pas. Donc, je pense que c'est stimulant qu'il y ait des physios qui fassent d'autres projets aussi, là. Non, clairement. Puis ici, il reste que le podcast est là pour choquer un petit peu, là. Donc, tu sais, personne à la maison, c'est sûr que quand on parle, tu sais, oui, il va falloir dire des choses qui sont plus dichotomiques. Donc, ça ne fitait pas avec ma personnalité parce que, pour donner un exemple, ça demandait de mouvement puis tout ça, alors que d'autres personnes pourraient le comprendre. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est l'expérience que tu as eue dans ton environnement de manière plus spécifique répondait pas à ton désir. Peut-être que tu aurais eu un autre environnement de pratique, tu serais peut-être pas allé vers l'entrepreneuriat, ou peut-être que tu avais une personnalité, un goût de créer qui répondait pas nécessairement, là. Exactement. Puis tu sais, je pense qu'au final aussi, je suis quelqu'un de très idéaliste qui acceptait pas le statu quo. Fait que je pense que ce désir-là de vraiment créer, de transformer les choses, fait que c'est de la création, peut-être un peu un côté... Côté artistique à l'entrepreneuriat, dans tous les cas, là, tu sais. Ah oui! C'est d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, tu sais. Donc, il y a un aspect créatif, évidemment. Oui, tu t'imagines un monde qui n'existe pas encore, puis ce monde-là que tu imagines dans ta tête, ben tu veux le réaliser. Puis c'est exactement ça qui te fait te lever à tous les matins, tu sais, de dire... Il y a une composante, j'appellerais ça viscérale, là, faute de pas trouver un meilleur mot, là, mais puis on l'entend dans plein de conférences d'entrepreneurs, c'est le fait que ta nouvelle idée, ton opinion ou ce que tu veux faire de changer le monde, ben tu te lèves le matin avec ça, puis tu traînes ça toute ta journée, puis si tu l'accomplis pas, ça affecte quasiment ton niveau de bonheur, là, tu sais, c'est à la limite particulier, là, comme façon de penser. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'une personne va être artistique, créatrice dans son environnement de travail, exemple la physiothérapie, ou va se lancer en affaires puis va se jeter dans le vide. Il y a peut-être aussi une recherche d'adrénaline ou quelque chose comme ça? Ou pas? Ouais, c'est une bonne question, tu sais, mais clairement, il y a quelque chose de viscéral parce que tu peux pas te lever à tous les matins depuis des années pour créer quelque chose puis sans que ce soit comme dans tes tripes, là, tu sais, parce que la rétroaction en entrepreneuriat est vraiment comme up-down, là, tu sais, est vraiment comme, tu sais, t'as pas ton chèque de paye à chaque semaine nécessairement. C'est des montagnes russes. T'as pas nécessairement quelqu'un qui te tape dans le dos pour te féliciter à tous les jours. T'as des gros moments de doute. Fait que, tu sais, t'as pas le choix d'avoir cette volonté-là profondément que c'est ce que tu veux faire. Puis en fait, c'est ton cœur, c'est tes valeurs, tu sais, parce qu'au final, c'est ça qu'il faut qui nous guide, là, tu sais. Fait que, pour moi, c'est ça, en tout cas. C'est vraiment la collaboration interprofessionnelle. J'en parle, puis je le sens dans mes tripes, là, tu sais. Je crois profondément que notre système de santé serait mieux ou serait plus apte à soutenir les patients s'il y avait davantage de collaboration interprofessionnelle. C'est une mission que je me suis donnée qui vient vraiment comme me chercher, là. Il y a une réalité par rapport aux entrepreneurs, sur des choses que j'ai lues, où il y a des entreprises, des grandes entreprises aujourd'hui, où les gens qui ont fondé cette entreprise-là avaient juste le goût d'être en affaires, sans avoir nécessairement, au début, une bonne idée. Et c'est comme si d'être en affaires peut changer les perspectives, puis ces gens-là ont fini par trouver une façon d'établir un projet ou de lancer un projet, de faire en sorte que leur entreprise avançait. Donc, tu sais, beaucoup de gens se partent en affaires avec une idée, et parfois, ça donne pas toujours exactement ce que c'était rendu à un certain point au moment où on touche le succès, tu sais. Peut-être, parle-nous un peu de ton idéalisme au début. Donc, c'est sûr, ça fait pas 25 ans que tu es en affaires, là. Est-ce que ça a évolué, tu sais, jusqu'à maintenant? Puis oui, c'est ça. C'est ça ma question. Bien, ça a changé au début parce que, au début, là, c'est qu'on voulait offrir une. Puis, tu sais, au final, la motivation qu'on a, là, c'est d'offrir une meilleure prise en charge de santé aux patients. Mais
on solutionnait ça vraiment d'une manière différente là, dans les 6 premiers mois. Là, on avait un projet qui était énorme, complètement irréaliste. C'était pas axé juste sur la communication. La communication, c'était comme un petit point dans ce grand projet-là. Puis, mais au final, ça a toujours été cet élément-là qui nous a motivés, comment on peut améliorer la prise en charge de santé des patients. Puis après ça, ben, on a eu le réflexe d'aller vite sur le terrain pour aller à la rencontre des utilisateurs, des cliniciens, parce que j'avais fait un cours au MBA qui s'appelait Bringing Innovation to Market, puis on avait eu un cours qui était sur le design thinking, qui est... Puis le design thinking, en fait, c'est assez simple, là, c'est de mettre l'utilisateur au centre au centre de ton idéation, puis de vraiment comprendre ses besoins, puis de créer une solution qui est adaptée à ses besoins, t'sais. Puis moi, quand j'ai entendu ça, j'étais comme, ben c'est pas compliqué, c'est ça qu'on fait en santé, là. C'est l'approche centrée sur le patient. On met le patient au cœur, on écoute son besoin, puis on crée un plan de traitement qui est adapté à ses objectifs, puis à sa réalité, puis au final, c'est comme ça qu'on avance. Fait que pour moi, le design thinking, qui est une approche en innovation pour créer des solutions innovantes, ça faisait du sens avec qui j'étais en tant que professionnelle. C'était comme, évidemment, qu'on va bâtir notre entreprise basée sur ces principes-là. Puis ce que ça dit, que cette approche-là, c'est que tu t'en vas t'asseoir avec tes utilisateurs, puis tu les écoutes. Tu leur dis pas « Hey, je veux faire tel projet, c'est ça ma solution, qu'est-ce que t'en penses? » Tu leur dis « Bonjour, c'est quoi votre réalité? Est-ce que vous offrez une prise en charge idéale à vos patients actuellement? Oui, non? Comment ça pourrait être mieux? » Puis tu les écoutes avec empathie. Puis là, après ça, c'est là où, après ça, le processus d'idéation puis de création de la solution émerge. Puis, fait que nous, on a rencontré des physios, des pharmaciens, des médecins, des dentistes, des psychologues. Puis c'est là où on a vraiment forgé notre compréhension de la problématique, puis qu'on s'est rendu compte que la communication, c'était un problème de fondement de base de notre réseau de la santé qui était vécu à travers toutes les professions de la santé. Puis c'est à travers ce cheminement-là qu'on a pivoté, puis qu'on s'est dit, OK, on va axer sur la communication en santé, la collaboration. Mais ouais, fait que ça a émergé de ça. Puis fait que le projet s'est transformé au fil des rencontres. On s'est exposé, on a cogné à des portes, puis voilà. C'est vraiment intéressant parce que ce que je retiens là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de compétences du professionnel de la santé qui nous aident dans le domaine des affaires. Puis moi, c'est drôle parce que moi aussi, j'ai un copain dans le domaine de la technologie puis de l'information pour la business. Puis souvent, il y a plein de situations que je résous avec mes compétences de professionnel de la santé qui ne sont pas nécessairement des compétences tangible, du genre ma ligne de chiffres. Là. Ouais. Souvent, le professionnel... Soft skill, un peu, ouais. là. Bien, soft skills, mais aussi ta capacité de collaboration, ta capacité de te mettre à la place de l'autre personne, d'avoir du recul sur ton analyse, d'aller chercher dans la donnée probante pour répondre à ça, à ta problématique. Bien, tout ça, c'est des compétences de un qui sont plus ou moins apprises dans le domaine des affaires, je trouve. Puis de deux, c'est des lacunes que quand le professionnel de la santé amène ça dans le domaine des affaires, bien, tu retrouves, tu sais, même s'il te manque d'expérience, mettons, terrain, bien, rapidement, tu peux les rattraper. Fait que ça, je trouvais ça super intéressant. Ouais. Puis... il y a une réalité, tu sais, parce qu'en fait, on parle de collaboration, d'écouter le patient, des soins santé sur le patient, puis on en parle beaucoup, je pense, dans le diplôme, en physio. Puis après ça, on en parle, mais on dirait que on le fait pas toujours de la façon dont je pense que ça devrait se faire. Puis moi, on dirait que c'est d'être en affaires qui m'a fait vraiment comprendre que pour aider les gens, fallait que je les écoute en premier, parce que je le fais avec mes collègues, puis ça m'a rendu un meilleur physio, finalement, tu sais. Ouais. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez vécu aussi. Bien, c'est vraiment intéressant parce que des fois, de transposer des compétences qu'on acquiert dans d'autres secteurs, de faire de la cross-pollinisation, des fois qu'ils appellent, là. Puis ça me fait penser, moi, comme par exemple le monde de la tech, dans lequel j'ai baigné depuis 4 ans à cause de Braver, justement. Moi, ça m'a fait prendre conscience qu'au final, dans le domaine de la santé, on n'avait pas une très bonne culture de collaboration. Fait que j'ai été exposée à une culture de collaboration vraiment forte dans le monde de la tech. Puis au contraire, ça m'a fait réaliser des choses dans le domaine de la santé. Fait que je pense que les expériences qu'on acquiert dans différents domaines, c'est vraiment intéressant pour mettre des nouvelles lunettes sur notre champ de pratique normal. Là, c'est un gros statement là, que tu as dit comme ça. Oui, c'est un gros... On l'a entendu. Dans le domaine de la santé, dans le fond, tu as découvert que dans le domaine de la santé, la collaboration était
moins performante que dans d'autres domaines ou qu'elle pourrait être optimisée. Puis je pense que, tu sais, dans le fond, tu as parlé de ton projet de recherche terrain, là, que j'ai appelé, sur la collaboration interprofessionnelle puis ou intra, peu importe. Qu'est-ce que tu as appris de tout ça? Puis c'est quoi, mettons, on va y aller tough, 3 points clés que tu as découverts puis que tu aimerais, tu sais, dans le fond, soit qui te choquent ou qu'il y a une possibilité d'amélioration rapide ou peu importe. Oui. Bien, puis tu sais, je dirais, on collabore là, dans le domaine de la santé, mais je pense que la collaboration n'est pas à la hauteur de ce que les patients auraient besoin. Puis, dans le fond, tu sais, tu parles un peu de la recherche que j'ai faite, puis je vais la contextualiser un peu. C'est que, dans le fond, j'ai fait une vingtaine d'entrevues avec différents types de professionnels de la santé qui étaient des entrevues semi-structurées où je posais des questions pour vraiment comprendre la culture de collaboration. Puis, parenthèse, c'est quoi une culture? C'est quoi une culture, en fait? Il y a des outils qui existent pour évaluer les cultures d'une organisation, puis on appelle ça l'iceberg de la culture. Puis, tu sais, vous savez, un iceberg, c'est comme il y a une petite pointe qui sort de l'eau, puis il y a un énorme morceau qui est en dessous de l'eau. Puis souvent, une culture, ce qui est explicite puis connu, par exemple, ce qu'on apprend à l'école, ce qui est dit dans les livres, les règles explicites, c'est la petite partie de l'iceberg. Puis tout ce qui est en dessous de l'eau, la grosse partie de l'iceberg, c'est les non-dits, les ressentis, ce qui se passe un peu sur le terrain, puis les normes implicites. La perception, parfois. La perception. Ouais. Fait que mes entrevues, ça a été fait pour aller comprendre ça, là, ces non-dits-là. Là. Fait que là, les questions que je posais aux professionnels, c'était raconte-moi une histoire de collaboration qui a bien été. Raconte-moi une histoire de collaboration qui n'a pas bien été. Toi, c'est quoi? Est-ce que tu penses que ta profession a une bonne culture de collaboration? Fait que je suis allée creuser pour comprendre des histoires, des non-dits, etc. Puis, ben là, une des premières choses que j'ai notées, c'est qu'il y a beaucoup de pensées de, par exemple, les professionnels sentent qu'ils ne sont pas reconnus par les autres professionnels. Beaucoup de sentiments d'injustice, de sentiments d'être jugés, que notre profession est moins bonne. Fait qu'il y a quand même des ressentis. Chez d'autres professionnels que juste la physio? C'est assez commun. Ah oui, c'est assez facile. À toutes les hiérarchies, si on dit qu'il y a une hiérarchie dans le domaine de la santé encore, j'ai l'impression que, mettons... Tu parles des médecins puis les autres? Mettons qu'on dit... Ça, ou une hiérarchie dans le terme de poste? Mettons qu'on dit que, mettons, le médecin est justement le plus haut de la hiérarchie. Est-ce que même les médecins avaient cette sensation d'injustice ou moins? C'est vécu... Puis là, tu sais, je veux dire, j'ai pas fait de doctorat, j'ai pas fait de post-doctorat. Là, fait que, dans le fond, c'est clinique. De ton expérience. De ce que j'ai noté sur le terrain. C'est sûr que tous les professionnels... autres que médecins, ils se sentent inférieurs aux médecins. Okay. Puis moi, ça m'a surpris parce que maintenant, j'avais pas l'impression que les pharmaciens avaient ce sentiment-là, parce que souvent, les pharmaciens collaborent beaucoup avec les médecins, tu sais. Ouais. Mais oui, je pense qu'il y a un certain... ça s'entrecoupe avec toutes les autres professions autres que médecins. Mais, fait que c'est tous ces ressentis-là, ça vient nuire à l'établissement d'une relation de confiance qui est nécessaire à établir une bonne collaboration interprofessionnelle. Fait que c'est sûr que... Fait que c'est ça. Fait que je pense qu'il y a des éléments d'une culture qui m'ont démontré que la collaboration n'est pas à la hauteur. Puis, après ça, bien, dans le domaine de la santé, une des particularités, c'est que notre patient, il navigue à travers des services cliniques qui... ça veut dire qu'il navigue à travers des professionnels de la santé qui ne se connaissent pas. Fait que nos collègues, en tant que professionnels de la santé, sont souvent des gens qu'on ne connaît pas ou qui ne travaillent pas dans la même organisation que nous. Fait que ça, c'est un autre élément que j'ai noté dans mes recherches aussi, c'est que, dans le fond, on est le système de santé est composé d'un écosystème. C'est un écosystème. Tu sais, des fois, on a tendance à voir nos collègues comme vraiment juste dans notre clinique, mais je pense que c'est vraiment important qu'on ouvre nos horizons puis qu'on voit vraiment nos collègues comme les gens qui font partie du réseau de la santé. En tout cas, fait que ça, c'est un autre élément aussi que j'ai noté qui est important. Puis, qu'est-ce qu'après ça, tu me posais la question? Le dernier élément. Trois éléments. Trois éléments. C'est toujours le troisième qui est le plus punché. C'est pour ça que j'en demande trois. C'est comme quand, dans les entrevues, on dit « Dis-moi ta pire qualité ou ton pire défaut ou ta meilleure qualité. » Ils vont toujours dire « perfectionniste » puis ta meilleure qualité, « je travaille trop », mettons. C'est ça. Mais quand tu es rendu au troisième, là, c'est là que tu sors la vérité. On t'a forcé à sortir quelque chose que tu n'as pas dit d'habitude. C'est ça. Mais, ben, je pense qu'on n'apprend pas à...
on n'apprend pas à avoir d'empathie envers nos collègues. On apprend à avoir de l'empathie envers... Je savais que ça allait être bon. On apprend à avoir de l'empathie envers nos patients. Puis c'est plus facile d'avoir de l'empathie envers nos patients parce qu'il est face à nous, il est en position de vulnérabilité, on ne se sent pas menacé en tant que professionnel de la santé. Donc, ça vient de la proximité. Donc, ce qui rejoint un petit peu le point que tu as parlé juste avant. Ça prend, oui, exactement. Ça prend de la proximité. Fait que c'est normal qu'on n'ait pas d'empathie envers nos autres collègues de travail. Puis, après ça nous fait poser la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour développer une meilleure relation puis améliorer notre collaboration avec les autres professionnels qui nous entourent, tu sais. Puis, il n'y a pas de solution miracle. Ça prend des points de contact plus fréquents. Puis, il faut réaliser qu'il y a un être humain en arrière de la personne à qui on parle. Puis, il faut provoquer les occasions où on va se présenter. Il faut développer un lien de confiance, tu sais. Fait que... Des fois, ces personnes-là, on leur parle à travers notre patient, tu sais. Oui, même... on écrit une lettre, donne ça à ton médecin. Tu lui diras ça, tu sais. Là, je veux pas te couper sur ton idée, mais tu sais, ça laisse place à beaucoup d'interprétations. Oui. Dans le fond, ce qui est écrit, c'est une chose, mais tout ce qui n'est pas écrit, là, tu parlais du non-dit, puis la perception, puis ça a été dit comme ça, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il n'y a pas raison, il y a la raison. Donc, comment est-ce que c'est perçu, ça, puis à quel point c'est important pour cette collaboration-là? Exact. Oui, puis après ça, se donner la peine d'essayer de comprendre la réalité des autres professionnels. Tu sais, moi, comme beaucoup de physiothérapeutes, probablement, des fois, j'avais l'impression que les médecins ne voulaient pas collaborer avec moi parce qu'ils ne retournaient pas les réponses à mes lettres. Mais quand j'ai commencé à rencontrer des dizaines et des dizaines de médecins, puis j'ai réalisé la charge mentale qu'il y avait, puis la responsabilité qu'il y avait sur leurs épaules, puis je me suis mis à mieux comprendre leur réalité, non, il y a bien des fois où je n'étais pas la priorité dans leur journée, puis c'est correct. Il ne faut pas le prendre personnel, mais il faut se donner la peine de comprendre cette réalité-là. Puis après ça, nous, en tant que professionnels, il faut sensibiliser les autres à notre réalité aussi, tu sais. Fait que... Parce que, tu sais, dans un autre ordre d'idée, si je fais du pouce sur qu'est-ce que tu dis, Marie-Lou, quand tu reçois une réponse, là, on parle des médecins pour parler des médecins, puis ça va peut-être m'amener à ma prochaine question, là. Tu sais, quand tu reçois une réponse d'un médecin, des fois, t'es touché. Waouh! Elle est donc bien fine, cette médecin-là. Elle me répond, tu sais. Elle comprend. Comme si on venait glorifier la personne qui, elle, avait envie de collaborer, tu sais. Ouais. Puis là, dans le fond, ça vient créer un gap important entre la perception qu'on a de tous les autres, ou toutes les autres, là, peu importe, avec qui on n'a pas nécessairement de contact rapproché, puis la personne qui a juste écrit merci, tu sais, sur « wow », je me sens tellement touché. Puis à quel point est-ce que tu te dis, comment ça se fait que moi, comme physio, par exemple, je me sens tellement valorisé qu'un médecin me réponde, tu sais. Oui, c'est ça. Alors, comment est-ce qu'on pourrait avoir, tu sais, atteindre un équilibre là-dedans où ce serait peut-être plus facile d'avoir ces communications-là de façon plus fréquente? Parler avec peu importe le médecin, le kinésiologue, comment t'aimerais que je communique avec toi? Tu sais, moi, la première question que je pose, c'est ça, c'est quoi ta meilleure façon? C'est quoi qui est important pour toi? Moi, je me rappelle, en tout cas, moi, je le fais plus maintenant, là, désolée à tous mes collègues qui le font encore, mais tu sais, j'écrivais rhum, de l'HV, puis là, j'en écrivais 4, puis j'ai fait telle affaire, puis là, je nommais mon test. Puis tu sais, en parlant avec des médecins, des fois, ils étaient comme de 1, des fois, je connais pas ton test, puis de 2, le rhum, je veux juste savoir s'il est fonctionnel ou pas. Je suis un orthopédiste, moi. Si la personne marche les escaliers, elle est contente, tu sais, qu'il manque 5 degrés à la fin. Souvent, la réponse, c'est que tu aurais dû le voir avant qu'il arrive dans ma salle de chirurgie, tu sais. Mais personne nous a éduqués comme ça à l'école à comment communiquer avec les autres professionnels. Oui, mais il faut le demander. Exact. Puis probablement que chaque médecin est peut-être même différent. Tu sais, il y a peut-être des particularités, là. Mais quand on établit une relation de confiance avec un autre professionnel, on devrait lui demander, c'est quoi la meilleure façon de communiquer avec toi. Qu'est-ce que tu veux voir dans mes communications? Mais il faut se parler pour être capable de se poser cette question-là. Il faut se parler. Comment on fait pour faire ça? Bien, tu sais, puis un autre parallèle que je faisais suite à mes entrevues que j'ai faites, c'est avec mon expérience dans le monde de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est qu'on est un écosystème très, très fort. Puis l'écosystème est fort parce que il y a beaucoup par exemple, les accélérateurs qui nous accompagnent ou les coachs d'entrepreneurs nous incitent beaucoup à se rencontrer. Il y a beaucoup d'emphase qui est mis sur comme aller à la rencontre des autres entrepreneurs, là, allez cogner, exposez-vous, puis mettez-vous dans une position de vulnérabilité, go, 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 tu sais. Puis ça, fait que c'est valorisé dans l'écosystème d'entretenir des contacts puis des liens. Mais je pense que dans l'écosystème de la santé, on ne le valorise pas assez, puis on ne pousse pas assez les gens à aller à la rencontre des autres, puis à développer cette relation-là. Bien, c'est la première fois que j'entends ça.
sais, dans le sens où, tu sais, dans le fond, tu dis ça, là, puis ça me fait réaliser que c'est tout à fait vrai. Dans n'importe quel, tu sais, en entrepreneuriat, faites du réseautage, vous rencontrez des gens. Puis, mais tu sais, ça se peut-tu, est-ce que c'est parce que ça intéresse pas les gens en santé? C'est quoi pourquoi? Mais je pense que c'est aussi qu'est-ce qui a été valorisé pendant ton parcours. Tu sais, exemple, on parlait du médecin tantôt. Le médecin, c'est un nombre de patients. Le physio, fut un temps que c'était guérir la douleur. Maintenant, ça a évolué. On parle de fonction. Mais tu sais, il reste que si pour toi, tu es valorisé parce que la personne est rentrée, puis ben là, on est sur un podcast, là, j'avais bougé mon épaule, mais tu sais, que la personne avait, mettons, un 20 degrés de range of motion à l'épaule, puis finalement, là, elle est rendue à 90, puis là, tu sors de ton bureau, puis là, t'es bien fier. Ben, c'est pas là qu'on t'a appris à valoriser la communication puis le lien inter- ou intra-professionnel, tu sais. Ouais. C'est vraiment, qu'est-ce qui est ton KPI, mettons qu'on parle en... De physio, mettons, là? Oui, c'est ça. C'est quoi ta KPI? C'est, mettons, une donnée que tu vas valoriser puis dans le fond, que tu vas évaluer dans le temps. Mais c'est ton ROM, là. C'est pas... Là, on parle d'un ROM, tu sais. On parle pas de combien, à quel... le nombre de professionnels de la santé avec qui tu as collaboré dans ta semaine, tu sais. Ouais. Oui. C'est qu'est-ce qui est valorisé? Ouais. Ça manque de dynamisme un peu, notre affaire, là. Oui, puis c'est parce que en fait, là, développer un lien de confiance, ça demande des efforts. Puis individuellement, est-ce qu'on est prêt à faire ces efforts-là? Certains, oui. Mais c'est sûr que si l'écosystème t'encourage à le faire, puis là, quand je parle d'écosystème, c'est qui l'écosystème de la santé? C'est les propriétaires de cliniques, c'est les associations professionnelles, c'est le ministère de la Santé, c'est le communauté. Tu sais, fait que c'est des leaders qui nous disent qu'il faut le faire. Fait que c'est tout le monde ensemble. Il faut valoriser cet effort-là parce qu'ultimement, il y a un effort à faire. Mais habituellement, les gens font quelque chose parce qu'ils ont quelque chose à gagner de ça. T'sais, ça se peut-tu que c'est comme si on n'a pas assez à gagner? J'utilise la troisième personne, là. Ouais. On jase. Est-ce que ça se peut que les gens en santé aient moins la perception qu'ils ont quelque chose à gagner? Oui. Ben, si ça t'amène quelque chose, tu as plus tendance à le faire. Une notion de solitude en entrepreneuriat. Je pense qu'on parle souvent de l'entrepreneur qui se sent seul, peut-être ce désir-là de se comparer, de réseauter, de trouver des pairs qui sont similaires, mais c'est aussi peut-être, encore là, peut-être le physio ou peu importe le professionnel de la santé ou le TFIS, peut-être qu'il se sent seul dans sa profession puis qu'il collabore pas assez, mais que personne n'y a dit « Hey, tu te sens seul, tu te sens différent, parle à d'autres collègues. » Ça prend des moyens. Puis là, peut-être que ça serait pourquoi, je sais que c'est un sujet qui t'intéresse, mais pourquoi les gens quitteraient la profession à un certain moment? Peut-être qu'ils n'ont pas assez communiqué. Oui, c'est une bonne hypothèse. La communication, répondre à ses besoins, la perception qu'on peut pas avancer, la perception que se passer en mouvement, le terme que tu as utilisé tantôt. Effectivement. Puis tu sais, je veux dire, hey, c'est-tu stimulant d'être au contact de d'autres professionnels que juste de la physio, là? De te faire parler, de te faire expliquer quelque chose par un nutritionniste, de te faire challenger par un psychologue, d'avoir un échange sur un diagnostic, une hypothèse diagnostique avec un médecin. Tu sais, je veux dire, tout le monde qui est passionné par sa profession va se sentir comme encore plus stimulé au contact de ces autres personnes-là. Fait que, tu sais, j'ai l'impression, moi, que c'est sûr que de façon utopique, le retour sur investissement est plus au niveau de ta satisfaction dans ton travail versus, mettons, en entrepreneuriat. Je pense que le retour sur investissement, c'est peut-être plus les opportunités, mettons, de ta business. Fait que peut-être qu'il y a un petit peu plus une motivation à faire ça. Monétaire à ce moment-là. Mettons. Mais ceci étant dit, je pense que la plupart des gens ont le fort désir d'être épanouis dans leur métier. Puis je pense qu'au final, de se sentir stimulé au contact de d'autres personnes brillantes qui, eux aussi, travaillent pour aider le patient, je pense que la plupart des gens, ça peut être un retour sur investissement qui est suffisant. Mais tu sais, mettons, dans l'horaire typique d'un professionnel de la santé, là, des fois, tu sais, dans ta... Mettons, on parle de cliniques privées parce que c'est un milieu que je connais mieux. Je suis désolée pour le milieu public, mais tu sais, on a des heures que l'employeur va payer pour faire tes dossiers. Mais tu sais, si l'employeur payait pour collaborer, tu sais, ça serait bon, là. Je te donne 30 minutes, 1 heure, 2 heures. 2 heures, ça va peut-être intense, là, pour commencer à tester le modèle sur 1 heure. Mais tu sais, je te donne 1 heure dans ta semaine pour faire de la collabo. Fais ce que tu veux. Mais c'est que la collaboration, à ce moment-là, est facile, peut-être avec tes collègues immédiats. Puis dans le fond, c'est ça le problème. La collaboration externe. C'est parce que si c'est pas dans la culture du système de santé, public comme privé, de parler avec du monde à l'extérieur, sont où les moyens pour être capable de... Tu dis ça à un employé, tu as 1 heure pour collaborer, je pense pas qu'il va savoir quoi faire avec ça. Oui, bien la question, c'est... Pourtant, tu sais, c'est ça qui est fou. On parle à des gens qui sont des étrangers sur une base régulière, comme professionnel de la santé. Non. OK, tu parles je pensais que tu parlais des réseaux sociaux. Non, mais là, ça dépend de ton intérêt pour Instagram, mais au final, ou Facebook, peu importe, mais au final, à tous les jours, tu rencontres des gens que tu connais pas, puis dans le fond, tu as une première évaluation qui est une genre de
je vais l'appeler une date là, pour pas avoir un meilleur mot. Ben oui. Puis c'est une genre de date que tu dois plaire. Puis faire une collaboration interprofessionnelle, c'est exactement ça. Tu vas rencontrer une personne que tu connais pas. C'est la relation humaine. Puis tu regardes ce que tu peux faire pour elle, puis si elle peut t'apporter quelque chose, tu sais. Ouais. C'est juste que la hiérarchie est peut-être différente. Mais un coup que tu as passé cet inconfort-là, faut juste que tu le vives. Mais ça revient au fait que tu dis peut-être qu'il manque d'éducation, là, vraiment. Ouais. Là. Ou est-ce qu'on est dans un milieu qui attire moins des gens qui cherchent ça, tu sais, parce que c'est pas un milieu qui reflète ça, ou que c'est un milieu qui est pas habitué à ça, ou, tu sais, l'œuf ou la poule, là. Ouais. Mais en fait, je pense que... Je pense qu'il y a aussi des grosses barrières économiques, puis aussi comment comme notre système de santé fonctionne, là, tu sais. Comme tu disais tantôt, c'est pas... on n'est pas rémunéré, tu sais, pour collaborer. Le médecin, il y a des actes de communication rémunérés, mais il y en a... c'est très peu. Fait que c'est sûr que, tu sais, étant donné que tout le monde veut parler au médecin de famille, ben c'est sûr que si le médecin de famille, lui, son mode de revenu est pas s'il est pas rémunéré à collaborer, on a un petit problème, là, tu sais. Fait que ça, c'est un peu l'éléphant dans le salon, là. Il y a quand même une problématique au niveau du mode de rémunération de nos professionnels de la santé. Les pharmaciens, c'est la même chose, là, tu sais, le revenu, une bonne partie de leur revenu viennent de leur chaîne de distribution. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas sur la chaîne de distribution du médicament que t'as le temps de collaborer, tu sais. Mais il y a une pyramide, là, qu'on parle, tu sais, dans le sens, c'est comme l'humain, tu sais, d'abord, il va régler ses besoins, je me vêtis, je me nourris, puis tout ça, puis finalement, un jour, il va communiquer, puis il va s'améliorer comme personne, tu sais, on s'entend? Ouais. C'est comme si notre modèle de la santé, en ce moment, est encore à les base, besoins de base, répondre les besoins de base, puis il échoue encore. Fait que quand on lui parle de communication, ce serait, mettons, une méthode de prévention que j'appellerais pour favoriser ou améliorer. Oui. Ben, il n'est pas capable parce qu'il est encore en train d'essayer de se vêtir et peu importe. C'est juste la tête hors de l'eau, tu respires à peine. Là. Ben, c'est ça. Puis après ça, on a une infrastructure. Ben là, ça tombe un peu peut-être sur Braver, là, où mais c'est nous, tout à fait intéressant. On te rend compte pour ça aussi. Oui, c'est ça. On fait un outil de communication pour aider les professionnels de la santé à communiquer le plus facilement possible. Aussi facile que ce qu'ils ont l'habitude de faire dans leur vie de tous les jours avec de la messagerie instantanée. Ouais. Puis moi, notre hypothèse, c'est que l'infrastructure de communication qui est archaïque dans notre réseau de la santé vient inhiber le potentiel de collaboration. Fait que, tu sais, parce qu'on va se le dire, là... Ça inhibe bien des affaires. Ça, entre autres, ça, oui. Mais tu sais, le fax, c'est impossible d'avoir un dialogue humain sur un fax. Parle-nous donc de ton blog sur le fax, Marie-Lou. Ouais. Cet outil avec lequel tu as fait la paix récemment. T'as lu ça? Ben oui, là, j'allais m'informer un petit peu quand même. C'est intéressant, hein, parce que, tu sais, à un moment donné, on dit, le fax, on va le jeter, le fax, on veut le détruire, le fax, on veut l'éliminer, tu sais, peu importe c'est quoi le mot qu'on utilise. Mais en fait, moi, à un moment donné, je me suis arrêtée puis je me suis dit, wow, là, on est en 2022, puis le fax est encore là. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à nous apprendre. Il est encore là dans le système public. Il est vraiment résilient. Puis, tu sais, toutes les cliniques privées utilisent généralement le fax encore beaucoup parce qu'ils dealent avec des organismes publics, des cliniques publiques, des hôpitaux, donc... Oui. Ouais, c'est ça, peut-être. Ben oui, effectivement, tu sais, je veux dire, c'est sûr que notre réseau s'appuie encore beaucoup sur notre réseau public s'appuie beaucoup sur le fax encore. Mais il reste qu'il est résilient, là, dans le sens. Qui ça? Le fax, lui? Oui, il est résilient. Oui, le fax, c'est résilient. Ben, d'après moi, le fax lui-même n'en revient pas qu'il est encore là. Il est comme, ouais, c'est ça. Oh, ben, non, c'est... J'ai dépassé ma date de péremption, je suis pas encore là. Non, Asvin, il est encore d'actualité. Ouais, il est dans la piscine, puis tout le monde est parti. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Fait que moi, je me suis dit, crème... au final, je devrais avoir du respect pour le fax, puis commencer à l'observer, puis à apprendre de lui, tu sais. Qu'est-ce qu'il offre, tu sais, c'est ça? Ben, en fait, le fax... C'est la première chose. Le fax? Il est accessible. Ouais. Le fax, c'est un réseau. Puis, il n'y a aucun outil de communication qui va réussir à remplacer le fax sans bâtir ce réseau-là. Puis, qu'est-ce que je veux dire par réseau? C'est que tu t'en vas sur Google, puis tu cliques, tu cherches n'importe quelle clinique médicale, bien, tu vas trouver le numéro de fax puis tu vas pouvoir entrer en communication avec le médecin. Pas directement, là, mais tu vas pouvoir quand même envoyer... Tu trouves pas une adresse courriel facilement? Ben non. Pourtant...
Pourtant, mais c'est pas assez sécurisé, les courriels. Pourtant, mais le fax qui rentre chez nous, n'importe qui peut le lire, là, tu sais. Oui, c'est ça. Il est considéré comme... Ouais, peut-être, en tout cas, la transmission est sécuritaire, mais après ça, comme l'erreur humaine, c'est parce ça. que tu peux pas hacker ça, un fax, personne n'est capable de faire ça, c'est trop ancien. C'est pour ça qu'il est résilient. Exactement. Mais c'est ça. Bon, la sécurité, en tout cas, peut-être tu pourrais m'en parler. Ouais. Mais bon, je suis pas l'expert. C'est souvent une excuse, on dirait, là, pour pas passer à une nouvelle technologie, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, puis après ça, c'est ça. Il y a une grande complexité dans la communication parce que, tu sais, je veux dire, le fax répond à plusieurs use cases de collaboration, là, tu sais, que ce soit de l'échange de données ou d'envoyer une demande de prescription. Tu sais, fait que je pense que c'est complexe de s'assurer de supporter tous ces use cases-là d'un coup. Mais, ouais, fait que c'est un peu ça l'article de blog puis moi, avec Braver, tu sais, on s'est dit, OK, si on veut réussir à opérer la grande transformation numérique qu'on souhaite, puis à vraiment transformer l'infrastructure de communication dans notre réseau de la santé, il faut trouver un moyen de marcher avec le fax. Parce que il disparaîtra pas du jour au lendemain. Parce que fait que là, c'est de là est né aussi où on a eu des idées, justement, pour comment on peut cohabiter avec le fax. Comment Braver peut cohabiter avec le fax en attendant que... de le remplacer. Puis là, parce que je t'écoute parler, Marie-Lou, puis je me dis... C'est une bonne réflexion sur comment est-ce qu'on peut... on parle de collaboration. Oui, mais comment est-ce qu'on peut utiliser les avantages du fax puis les pousser plus loin? Oui. Parce que si le fax est encore là, c'est qu'il répond à un besoin. Exact. Mais peut-être pas de façon très moderne. Alors, on pourrait amener ça encore une coche plus loin pour répondre à une demande de modernité, en tout cas dans le réseau de la santé. On parle d'un réseau donc conservateur. Ça, on associe le fax au milieu conservateur. Je pense que c'est adéquat. Tu sais, comment tu te sens, toi, comme professionnel de la santé, dans le domaine de la technologie, entrepreneur dans le domaine de la santé, de la communication, de la technologie, à vivre puis à avoir à collaborer avec un milieu 100% conservateur, finalement, parce qu'on dirait que la physiothérapie est conservatrice. Bien, la physiothérapie, disons, le domaine de la santé, parce que je pense que... Plus qu'en technologie, évidemment. Oui, exact. Si on compare, exact. Bien, il y a beaucoup de barrières à l'entrée là, pour apporter l'innovation en santé sur le terrain. Fait que c'est sûr que c'est pas le milieu le plus facile pour innover. Avec raison, c'est normal. Là, on ne peut pas apporter n'importe quelle innovation comme ça puis transformer les façons de faire. Puis, fait que je pense que c'est sûr, faut être très, très, très patient. Puis il faut vraiment... puis aussi, je pense que ce qui arrive... Puis là, je parle d'innovation au sens large, là, mais peut-être situé, là, nous, on est en santé numérique. T'sais. Puis l'innovation peut émerger de différents secteurs. Tu sais, tu as de l'innovation qui peut être le medical device, ça peut être les objets connectés, ça peut être en pharmaceutique. L'innovation, ça peut être en transformation organisationnelle. Tu sais, quand je parle de transformation organisationnelle, c'est, mettons, changer les façons de faire des humains. Tu sais, par exemple, on va apporter un physiothérapeute dans les urgences pour essayer de faire différemment. Là, c'est des changements organisationnels, ça. Nous, c'est sûr qu'on est en santé numérique. Fait qu'on a des barrières à l'entrée qui sont spécifiques à ce type d'innovation-là. Mais clairement, c'est l'innovation dans le réseau de la santé, c'est pas évident. Puis c'est pour ça que notre réseau tant besoin encore d'innovation, puis qu'on a une longueur de C'est quoi la principale barrière à l'entrée pour toi? Non, mais je m'en allais utiliser ta technique puis dire, donne-moi 2 problèmes. Mais il faut t'en demander 3. 3? Ben oui. Je suis moins exigeant. Demande-en 2, c'est correct. Non, je laisse aller, c'est correct. 2 puis un extra. 2 puis... Mais 2, mais le deuxième devrait être ton troisième. Il faut que 2 punchés, finalement. Pourquoi est-ce que c'est un problème, l'innovation en santé? C'est-tu propre au Québec ou c'est comme ça ailleurs aussi? Bon, je vais me prendre des petites notes pour les écrire, là. Un des premiers problèmes, c'est que, tu sais, quand on parle de santé numérique, on parle de cybersécurité. C'est des données sensibles. Là. On parle de données patients. Là. Fait qu'il faut être en mesure d'assurer une cybersécurité qui est comme A1. Mais Marie-Lou, ça existe déjà, ça, dans le domaine bancaire, notamment? Oui. Qu'est-ce qui est si différent? L'argent. Oui, mais je veux dire, l'argent, mettons que j'ai l'impression que la majorité des gens voudraient davantage protéger leur argent que protéger le IRM de l'épaule. Mais mettons qu'on parle de la FinTech, c'est plus évolué que la HealthTech. Pour une raison qui s'appelle que les banques roulent sur
possiblement plus d'argent. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'en cybersécurité, on est déjà rendu là en termes de protection des données. Non, OK, je comprends on ce que est tu là. veux dire. Oui, on est là, mais au Québec, dans le fond, on a la particularité de notre ministère, via le Bureau des certifications et des homologations, vient auditer les solutions en santé numérique qui sont déployées dans le réseau. C'est une certification qui est assez coûteuse puis qui demande vraiment comme beaucoup de travail. Puis ça, c'est... Puis ça, c'est un peu un frein aux innovateurs parce que souvent, l'innovation émerge des plus petits joueurs ou... fait que ça favorise pas l'émergence de l'innovation de ces petits joueurs-là qui bougent plus vite, qu'on parle des startups, des fois, qui ont la capacité de, justement, comme créer de la valeur puis créer des nouvelles idées puis tout ça. Fait que dans notre réseau québécois de la santé, cette certification-là, quand même, est un enjeu et fait en sorte qu'il y a beaucoup de petites startups en santé qui vont déployer leurs solutions dans d'autres aux États-Unis ou ailleurs au Canada parce que c'est plus facile. Donc, la lourdeur du système associée à une mainmise publique qui peut-être comprend pas toujours les enjeux et le besoin d'avancer. Ça peut-être être ça? C'est une résumé de ta réponse? Ou... Oui, je pense que c'est bien. Je pense qu'on a un État qui est très engagé. Hein? On le sait, le Québec, on a quand même un gouvernement qui est très impliqué. Présent, oui. Présent. Puis je pense que c'est positif, là, parce que je pense que ça s'assure de justement avoir des produits qui soient vraiment conformes puis qui soient comme top-notch dans notre réseau au niveau cybersécurité. Par contre, je pense qu'il y a un désalignement entre les requis de l'innovation, c'est-à-dire d'aller tester rapidement sur le marché l'innovation pour itérer, et la réalité de la certification qui nous oblige à être mature très tôt dans l'histoire de ta compagnie. Fait que ça, je pense que c'est un enjeu. Mais bon. Puis parfois, être mature, ça veut dire d'être allé tester ton produit. Exactement. Donc là, mais ça inclut aussi une structure organisationnelle. Puis il y a des modèles d'affaires, des grosses entreprises avec des grosses structures, que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti des startups séparées de la grosse structure pour faire vivre, dans le fond, l'innovation plus. Parce donc, que ils peuvent bénéficier de la structure, de la grosse structure d'entreprise. Non, même pas. Ils la sortaient complètement. Fait qu'ils partaient d'une entreprise séparée. Ils disaient vie de toi-même pour créer de l'innovation. Puis après ça, tu avais la grosse structure. Fait que, mettons, on appelait la grosse entreprise A, puis la petite entreprise B sortait, se développait pour développer l'innovation parce que la grosse structure entreprise A n'était pas capable de le faire. Mais quand il y avait le besoin d'avoir un coup de main... Mais ça, c'est ça qui est intéressant. Quand l'entreprise B se rapprochait de l'entreprise A, qui avait une fusion, pour donner un exemple, des fois, l'innovation était tuée par la grosse entreprise A et donc, le projet mourait... Ah ouais, hein? Ouais, fait que c'est arrivé. Fait que à quel point cette structure-là qui est demandée peut, à un certain moment, là, c'est défaitiste, mais vraiment nuire à l'innovation parce qu'il y a trop d'enjeux, puis c'est aussi des types de personnalités qui sont différentes. Là, des personnalités qui recherchent l'innovation, puis une personnalité qui va respecter une structure. C'est assez dichotomique comme personnalité. Là. Donc, c'est dur à retrouver chez une même personne. Là. Exact, oui. Mais dans un réseau qui est autosuffisant, puis qui existe basé sur des budgets, qui est hyper lourd, puis qui, dans il n'y a pas toujours une bonne raison d'aller faire autre chose que ce qu'on fait déjà, tu sais. Ben exactement. Les gens qui en font partie, c'est la notion pourquoi? de prévention. T'sais, dans le fond, c'est déjà difficile de faire de la prévention, mais dans une structure lourde, mettons dans le domaine de la santé, là, on commence à parler de prévention justement parce que c'était trop lourd pour régler des problèmes en amont. Mais l'innovation, c'est régler des problèmes en amont, selon moi, là, mais... C'est une bonne façon de voir les choses. Oui. Bien, effectivement, puis ça prend... Quand tu es dans une grande organisation, ça prend le budget, tu sais, pour... puis je pense... Tu parlais justement de financement, puis je pense que c'est un des deuxièmes, qui est un autre enjeu, en fait, que je nommerais mon deuxième enjeu. Oui. J'ai répondu à la question. J'ai mon deuxième enjeu. C'est le financement de l'innovation, parce que quand tu es en technologie, puis là, je parle encore en santé numérique, il y a une grosse partie de recherche et développement avant d'être capable de commercialiser ton produit. Fait que, puis après ça, au début de la commercialisation, tu as une phase aussi dans le réseau qu'on appelle un peu la mise à l'essai, qui est comme la phase de projet pilote. Puis, il n'y a pas beaucoup de sous. Parce que dans le fond, les établissements, ils n'ont pas nécessairement de budget pour de la mise à l'essai. Fait que là, tu es un peu dépendant de subventions du gouvernement, qui n'est pas toujours facile à aller chercher, ou les timelines ne sont pas toujours bien timés avec... timés. Les timelines ne sont pas vraiment toujours bien adaptés à où tu es rendu ou quand tu as besoin de l'argent. Fait que ça fait en sorte que ça, c'est un gros challenge pour quand tu apportes de l'innovation sur le marché, parce que dans le domaine de la santé, les revenus sont quand même décalés
sont quand même décalés par rapport à le développement de ta solution, la mise à l'essai, puis après ça, là, arrive le revenu. Fait que je pense qu'il y a comme aussi un enjeu de financement dans notre réseau. Fait qu'il faut vraiment, dans le fond, que il faut vraiment que tu aies soit les reins solides à la base, donc du financement préalable à ça, ou sinon que tu sois que tu supportes bien ce risque-là, puis que tu réussisses à convaincre des investisseurs sur une base régulière. Tu sais, ton MVP arrive. Ouais. Tu sais, ton premier produit arrive vraiment tard, finalement. Exactement, oui. Puis quand si t'as les reins trop solides, tu fais pas de l'innovation parce que t'es à qu'on l'aise a dans quelque parlé, chose. c'est la grosse entreprise A, donc... Ouais. Oui, puis après ça, les rondes de financement, là, tu sais, qui sont beaucoup dans le monde de la tech. Là. Dans le monde de la tech, c'est très commun là, de comme aller faire un précis, puis après ça, une ronde d'amorçage, puis après ça, un série A. C'est ça comme ça qu'on appelle, où on convainc des investisseurs privés d'investir dans notre business. Mais ça, c'est pas gratuit, là. On donne des parts de notre entreprise contre cet argent-là. Fait que là, le risque après ça, c'est de perdre la mainmise de ton entreprise parce que tu peux devenir minoritaire dans ta propre entreprise puis perdre le contrôle. Puis, en tout cas, fait que, ouais, ça, c'est un autre, c'est un autre enjeu. C'est une réalité du monde de la tech parce que, vous le savez tous, là, la pénurie de main-d'œuvre est un peu partout, puis beaucoup dans le monde de la tech. Puis on se bat sur un marché mondial. Hein. Ouais. Les développeurs, ils peuvent être engagés par n'importe où des compagnies des États-Unis qui font beaucoup plus de revenus puis qui sont capables de payer des salaires beaucoup plus gros que... déjà en US, c'est 30 là, C'est déjà 30 tu sais. Fait qu'il y a cet enjeu-là aussi des salaires des développeurs. Ouais. Puis toi, mettons, on peut dire que tu es une professionnelle de la santé dans le domaine de la physiothérapie qui est sortie des champs battus. Tu sais, souvent, le parcours standard serait d'ouvrir une clinique ou de devenir gestionnaire si on a un intérêt plus pour la gestion au public. Donc, tu dirais, mettons, aux jeunes physios ou aux jeunes TFIS ou peu importe, ou plus vieux, peut-être qu'il y aurait un intérêt à se partir en affaires pour développer une entreprise comme la tienne, soit en santé numérique ou qui sort vraiment de la norme qu'on est habitué de voir dans l'entrepreneuriat. Ouais. Tu sais, c'est quoi les... Bon, on n'aimera pas de chiffres, là, les qualités. Tout ce podcast-là, il y avait des questions avec des chiffres à atteindre. C'est ça. Mais là, j'allais juste dire qualité. Tu sais, dans le fond, c'est quoi qu'il faut avoir? C'est quoi qu'il faut avoir, les qualités ou qu'est-ce qu'il faut faire ou Peu importe. Question ouverte, 5 points, 5 questions. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? Boboy. Tu sais, il n'y a pas juste un chemin, hein. Mais il y a sûrement des tendances, tu sais. Si tu te dis, je vais faire autre chose... Tu dirais quoi au mini-toi? Est-ce que je t'ai coupé, François? Ben non, c'est quoi ça, le mini-soi? Le mini-soi, c'est genre... C'est quoi notre enfant intérieur? Ouais, non, mais mettons, Marie-Lou, il y a 5 ans. Oui, là, c'est une question différente, je trouve. Okay. C'est une bonne question aussi, mais... mais non, mais mettons, si tu parles à quelqu'un qui a une envie de... Parce que l'entrepreneuriat, c'est inventer quelque chose qui n'existe pas, souvent, tu sais. Ouais. L'entrepreneuriat, selon sa définition, c'est de t'incorporer. Ouais, c'est pas vraiment... c'est moins sexy, là, tout d'un coup, hein? Ouais. Ben oui, mais en tout cas... Mais, tu sais... c'est quelqu'un tellement... parce que dans le fond, ta première question, c'est comment... C'est quelqu'un qui veut sortir des sentiers battus. Fait que, tu sais, si tu te dis, voici le modèle standard qui existe dans mon domaine, mais dans le fond, moi, j'ai le goût de faire de mon domaine quelque chose d'autre, tu sais. Ouais. Peut-être parle de ça, mettons, Marie-Lou. C'est vraiment une bonne question, là vous me... plein d'affaires, là, on dirait que ça va vrai ou faux? Faux! Non, mais en fait, je pense que faut vraiment, vraiment, vraiment avoir une forte motivation intrinsèque, là, puis être animé, puis on en parlait tantôt, là, avant le début, là, de croire en sa mission, d'être aligné sur ses valeurs, parce que c'est tellement difficile. Il y a tellement de up, il y a tellement de down qu'il faut vraiment que tu crois en ce que tu fais. Fait que ça, c'est une des premières choses. Fait qu'il faut que tu sois drivé par les bonnes affaires, tu sais. Puis après ça, je pense que c'est d'aller challenger ces idées-là. Faut pas rester tout seul dans son sous-sol puis avoir l'impression qu'on a la meilleure idée. Puis faut collaborer. On s'est tellement challengé, nous, dans nos débuts, là, où on allait cogner à plein de portes, là, puis 2 ticounes avec juste une idée, là, puis avec nos sacs à dos, puis on monte à Montréal, puis là, regardez ce qu'on veut faire. Puis là, le monde nous détruisait des fois notre idée, puis t'es comme, t'as-tu pensé à ça? Puis là, on était comme...
Ils comprennent rien, eux autres, mais au final, tu sais, genre, c'était vraiment des bons conseils qu'ils nous donnaient, mais il faut vraiment pas avoir peur de se faire challenger puis d'exposer ses idées. On se fera pas voler notre idée, tu sais. Je veux dire, il y a personne qui est là à chercher des idées puis à voler les idées des autres, là. Fait qu'il faut vraiment... Il y a plein de monde qui ont des bonnes idées, mais il y a pas beaucoup de monde qui les font. Il y a une notion d'exécution. Exactement, il y a une notion d'exécution. Après ça, c'est d'agir, de s'entourer de bonnes personnes, aller voir du monde qui sont passés par là, aller cogner à des portes pour voir rencontrer des entrepreneurs qui sont passés par là, puis voir, comprendre, c'est quoi le chemin qu'ils ont fait. Fait que ça, je pense que c'est important. Puis, je pense que ça prend comme on disait, je pense que d'être un peu rêveur, je pense qu'il faut vraiment comme croire fort en ce qu'on fait. Puis je pense qu'il faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort parce que même moi, après 4 ans, je suis constamment en dehors de ma zone de confort. Fait que je pense qu'il faut comme quand même aimer être dans hors de sa zone de confort. Dans sa zone d'inconfort. Ta zone d'inconfort. Puis d'en créer ta zone de confort. Oui, c'est ça. Des fois, c'est juste de se dire, là, fait que je vais retourner dedans un petit peu. OK, on sort de là. Ouais. Mais c'est de s'habituer à ça. Puis c'est de faire, je pense qu'en fait, puis tu me diras, parce qu'on vit un petit peu des fois peut-être des réalités similaires, tu sais, d'accepter que c'est correct. Donc, de ne pas combattre cet inconfort-là. C'est de dire, c'est une réalité, puis je pense que je suis capable de vivre avec mieux si j'accepte que c'est là. Oui, exact. Oui, non, clairement. C'est une question de perception beaucoup, tu sais. Mais c'est pas toujours naturel. Mais non, c'est pour ça que ça s'apprend, ça. Ça s'apprend. Plus que je pense qu'il y a une personnalité aussi. Définitivement. Mais c'est pas juste inné, tu sais. Non, c'est ça. C'est beaucoup acquis, là. C'est quelque chose qu'on peut... C'est comme le leadership, là. C'est quelque chose qui peut se développer. Clairement. Parce que des fois, on a l'impression que les entrepreneurs, là, tu sais... il est né pour ça, là. Napoléon, il est né de même, tu sais. Non, exactement. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, je pense qu'il y a plusieurs modèles d'entrepreneurs, tu sais, puis probablement que moi, tu sais, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur parce que je m'identifie pas nécessairement au modèle classique, tu sais. Puis au final, faut que je me le répète souvent de comme, non, Marie-Lou, tu sais, t'es une entrepreneur parce que, regarde où t'es rendu. Fait que je pense qu'il faut aussi... tu sais, des fois, dans le domaine de la santé, peut-être qu'on se voit pas toujours comme des entrepreneurs, mettons, ou en tout cas, je sais pas. Mais c'est qu'on a une identité qui est forte, qui je trouve comme... puis je suis très fière, puis je veux la garder, cette identité-là. Mais exemple, comme physiothérapeute ou tes fils, l'identité, tu sais, je t'en l'avais déjà dit, tu sais, tu vas toujours rester de physio toute ta vie. Tu sais, ça part pas. Tu sais, tu nais physio, tu finis physio. Tu n'es pas physio, là. Il y a comme une maîtrise, puis une couple de parcours. Mais un coup que t'es physio, tu vas... Ça sort pas, ça. Là. Tu deviens plus physio. Tu vas garder physio. Tu vas rester dans cette identité-là, puis tu vas vivre une nouvelle identité. Puis tu vas accepter que ces deux entités-là vont collaborer ensemble. Je pense que c'est là, dans le fond, dans ce choix dichotomique-là, de dire je suis une entrepreneur ou je suis une physio. Finalement, peut-être que tu n'aurais pas à faire ce fameux deuil-là de ta profession, puis dire moi, je suis fière d'être physio, je vais toujours être physio. Mais la physio a besoin de ça. Exact. Mais plus qu'ailleurs, je ne sais pas. Parce mais que le cerveau je aime ailleurs, ce qui est dichotomique. Si tu blanc ou noir, si tu vrai ou faux. Le bien ou le mal. Je pense je pense qu'il faut accepter ce spectre-là de dire, tu sais quoi, je suis physiothérapeute, puis je vais emmener la physiothérapie dans le milieu de l'entrepreneuriat, puis je vais le faire vivre. Oui. Exact. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je vais te rassurer, Marie-Lou, le syndrome de l'imposteur, d'après moi, beaucoup de gens le vivent dans tous les domaines. Oui, clairement. Moi, je le vis. Je sais pas, toi, Mélodie. Moi, je le vis dans plein de domaines à tous les jours. Tu sais, parce que dans le fond, c'est une remise en question. Oui. Puis, je pense que c'est juste qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais je pense que c'est une belle humilité aussi à un certain moment, tu sais, de te dire, je suis la meilleure personne, est-ce que je pourrais améliorer? Tu sais, c'est le désir de t'améliorer. Mais c'est qu'on a deux réactions à ce sentiment-là. Tu sais, c'est de se dire, puis s'écraser, puis se dire, non, c'est pas pour moi. Ou se dire, qu'est-ce que moi, je suis capable d'amener? C'est peut-être mieux ou différent. Ou en tout cas, c'est certainement différent de qu'est-ce que d'autres peuvent amener. Puis là, tu te dis, coudonc. J'ai peut-être mon mot à dire. Ben oui, puis on est tous uniques. Fait que c'est correct de se sentir comme ça jusqu'à ce qu'on atteigne un autre niveau. Puis on se ressent comme ça encore. Puis un bon exemple, c'est le podcast. On en parlait tantôt. Tu me disais, t'aimes-tu ça, toi, les podcasts? J'étais là, ça, c'est un bon sentiment d'imposteur. Pour moi, mais peut-être moins pour d'autres personnes. C'est un trait de personnalité. Quand tu disais, c'est quoi les traits de personnalité à partir du moment où tu t'exposes, puis là, tu te dis, je m'expose, puis finalement, c'était correct. Je pense que j'ai fait quelque chose de pas pire. Mais là, ça vient te motiver puis te stimuler à te dire, je pourrais essayer des nouvelles affaires, comme l'entrepreneuriat notamment. T'sais. En fond, c'est la quantification du stress mécanique. C'est la même chose. Bonjour, Black. Psychologique. Copyright here, mais dans le domaine de l'entrepreneuriat. Oui, s'exposer progressivement à des nouveaux trucs, puis de se mettre à l'aise avec ces nouveaux trucs-là, puis de continuer à cheminer dans cette direction-là. Mais là, parlant de syndrome d'imposteur, il y a souvent des femmes en affaires qui vont vivre ça. Oui, tu sais, sûrement que tu l'as vécu. Je pense que, j'ai pas de statistiques, je m'excuse, mais je pense qu'il est plus vécu chez la femme en affaires parce que... Est-ce que les hommes en parlent moins? Peut-être que les hommes en parlent moins, mais il y a quand même le fait que... Cette réalité-là que l'homme doit être fort, puis rien dire, puis pas être d'émotion. 100%, ça, je suis d'accord.
Mais je vais emmener Marie-Lou sur un autre sujet. Je vais pas briser ton idée, mais vas-y. Mais je suis 100% d'accord, puis je pense qu'on peut toujours se jouer l'avocat du diable, mais il reste que maintenant, il y a de plus en plus de CEO femmes, de présidentes d'entreprises femmes, mais fut un temps où, tu sais, moi, autour de moi, j'en connais pas de présidentes. Tu sais, quand j'avais 12 ans, j'en connais pas des présidentes d'entreprises qui étaient des femmes. Exact. Donc, naturellement, je pense qu'il y a plus de chances que tu l'aies, ce sentiment d'imposteur-là, parce que quand tu arrives dans une... Tu sais, quand tu vas arriver pour tes rentes de financement, mais il y a peut-être moins de femmes autour de la table, c'est quand même, là, tu sais, pour Clairement, donner un exemple. Je vous confirme que on a 11 investisseurs qui sont des hommes. Tu sais, fait puis ça, après ça, dans l'investissement particulièrement, il y a un biais parce que quand on va pitcher, tu sais, à des investisseurs, tu sais, t'as pas 24 heures, là, avec l'investisseur pour apprendre à te connaître. Fait que il s'est prouvé, semble-t-il, puis là, j'ai pas de statistiques non plus, là, mais que le langage qu'on utilise en tant que genre masculine ou féminine n'est pas nécessairement le même, tu sais, c'est un fait, puis qu'on se reconnaît plus rapidement. Exact. Fait que le lien de confiance est peut-être plus facile à créer entre hommes, entre femmes, tu sais, puis que, étant donné qu'il y a plus d'hommes investisseurs actuellement, il y a un biais défavorable dans l'investissement des entreprises qui sont menées par des femmes. Puis ça tend à changer, tu sais. Mais oui, clairement, tu sais, puis moi, particulièrement dans le monde de la tech, c'est un monde quand même d'hommes. Fait que rapidement, je me sentais pas à ma place. Je sais pas si je dirais ça de même, mais je sentais que je clashais. Ça se dit clasher? Je sais pas, j'ai le droit de dire ce mot. Ouais. Tout est permis dans ce podcast-là. Je me sentais différente. Puis... Une différence majeure, là, si on parle de clash. Là, je me sentais différente. Suffisamment pour que tu le sentes puis que tu le perçoives de cette façon-là. Là. Oui, exactement. Puis, évidemment... Quand on se sent différent, on sent que c'est négatif. On se remet en question. Alors qu'au final, ma différence est probablement positive. Là, dans un, tout à fait pertinent, d'amener des points de vue différents, des façons de voir l'entrepreneuriat différentes. On en parlait un petit peu pré-podcast. Exact. L'entrepreneuriat, on dit l'entrepreneuriat féminin, mais éventuellement, on va juste parler d'entrepreneuriat, qui va être fort probablement, j'espère, un jour non-genré. Exact. Puis, il va y avoir plusieurs styles d'entrepreneurs. Puis peut-être que les femmes vont emmener d'autres styles, d'autres outils, d'autres compétences que le modèle masculin plus genré. C'est ça qui est un vestige un peu de nos années patriarcales des 80 dernières années, mettons. Mad Men un peu, là. Ouais. Puis je pense que c'est là le problème quand on parlait de on a besoin de diversité parce qu'on a besoin de modèles différents. Exact. Qui va inciter les gens à vouloir entreprendre différemment. Puis entreprendre différemment, ça peut être un homme qui a envie d'entreprendre différemment, ça peut être une femme. Mais clairement, les femmes, on entreprend un peu différemment. Pas toutes les femmes. Il y a des femmes qui entreprennent de la même manière que le mode. Exemple? Bien, je pense qu'on est plus porté sur la collaboration, l'écoute, l'empathie, la prudence, beaucoup, un petit peu plus... on est un petit peu plus peut-être... moins prompt à pitcher des choses de comme « Ah oui, je vais te faire ça dans... ça va être prêt dans 6 mois, t'inquiète, là, alors que t'as aucune idée si ça va être prêt, tu sais. Puis moi, on le voit, là, moi puis Mathieu, on est 2 entrepreneurs, là, tu sais, on est dans un call client, puis Mathieu aura pas la même façon de répondre aux clients que moi, puis... des fois, il faut avoir cette audace-là de dire que ça va être prêt parce que c'est ça qui convainc ton client. Fait que oui, c'est bien d'avoir de l'eau. Oui, rendu là, il attendra 3 mois de plus. Oui, puis de toute façon, des fois, c'est comme, on a dit qu'on le ferait, fait qu'on va réussir à le faire. Exact. On avait de l'ambition. Exact. Mais là, c'est de l'ambition, c'est positif ou négatif? Ben, c'est super positif. C'est super positif, mais il y a une différence entre l'ambition puis se mentir à soi-même. Je pense que c'est là... Mais dans le fond, la différence entre l'ambition et se mentir à soi-même, c'est juste est-ce qu'on a réussi à livrer à la fin? Oui, mais il y a une faisabilité des fois. Là, il y a une faisabilité, puis après... Puis il y a des enjeux de priorité. Ouais. Tu sais, dans le fond, si tu fais plaisir à tous tes clients parce que tu veux faire plaisir... tu vas nager dans... Ouais, c'est ça. Non. Puis tu sais, après ça, si Mathieu avait pas eu l'audace des fois de dire « Regarde, on va faire ça », on l'aurait jamais fait si on m'avait juste écouté. Mais des fois, si on l'avait juste écté... ça n'aurait pas marché non plus. Peut-être qu'il y a eu plus de chaos. Le fameux équilibre. Hein, le fameux équilibre. Que tout le monde amène un petit peu ses avantages ou ses qualités. Exactement, c'est ça. Mais je pense que clairement, l'entrepreneuriat a peut-être un biais vers plus... Ça prend de l'audace, puis il faut être, tu sais, un peu comme... j'ai juste le mot cocky dans la tête, mais tu sais, de comme... Puis tu sais, nous, vendre sa salade. Exact, mais nous, les filles de BIAC, on a commencé à pitcher
il y a plusieurs hommes qui se sont assis avec nous puis ont dit, là, les filles, là, vous allez pitcher à d'autres hommes. Vous allez apprendre à pitcher comme des hommes. Je dis pas que c'est la meilleure façon de nous coacher. Puis on avait M. Cossette qui nous mentorait, qui est en communication, le fondateur de Cossette Communication. Puis il était comme, là, les filles, là, sortez votre ego. Puis tu te dis que ça va marcher. Puis vous n'êtes pas une belle entreprise, vous êtes la meilleure entreprise. Vous n'allez pas doubler, vous n'allez pas faire 30 de croissance, vous allez doubler votre chiffre d'affaires l'année prochaine. Puis tu sais, c'était pas naturel de se vendre. Non, ou de se vanter, on pitchait à mettons. notre comité. On était là, on est vraiment fiers, nous avons eu telle croissance, et ça, on sait pas, et on va grossir tranquillement. Tu sais. C'était pas ça, là. C'était pas ça qu'il fallait dire, tu sais. Mais là, est-ce que c'est un problème? Parce que si tout le monde dit on va grossir, on va doubler notre chiffre d'affaires, puis dans le fond, tout le monde dit ça, mais pas une entreprise, cette entreprise-là se tire dans le pied en faisant ça. Mais c'est ça qui devient problématique. Mais après ça, il y a puis peut-être que tu voulais dire autre chose, mais il y a une vas-y. notion de temps, tu sais, dans le sens... Tu sais, comme... Moi, je trouve le meilleur exemple, c'est l'histoire du fax. Elle s'est dit, le fax est là, je vais vivre avec, puis je vais trouver une meilleure manière de collaborer avec ce fax-là. Mais je pense que dans l'entrepreneuriat, il faut dire qu'il y a plus d'entrepreneurs masculins que féminins. C'est une statistique. Puis nous, on travaille avec cette mentalité-là. Puis tranquillement, pas vite, je pense que les femmes en entrepreneuriat vont emmener des personnalités, comme tu disais, de peut-être plus collaborer, plus apporter une autre vision. Puis tranquillement, le modèle d'affaires va changer. Mais on peut pas dire, là, en ce moment, je vais faire vraiment selon ma façon de faire, puis ça va marcher. Je pense qu'il faut que tu collabores avec ça pendant un certain temps, jusqu'à temps que le marché s'influence. On parle de changement. On parle de changement. Le changement, ça se fait jamais de façon drastique. Non, exact. Fait que moi, le fax, là, je vais toujours m'en rappeler. Là. Non, mais c'est ça. C'est l'éléphant, une bouchée à la fois, qu'on dit. C'est ça, ouais. Dans tous les cas, Ouais. ben oui, ça mène progressivement. Et c'est qui va réussir à s'adapter le plus vite, ou qui va réussir à s'adapter tout court, en fait. Mais là, c'est là que je vais te sortir de ma stat préférée. Vas-y, Mélodie. Ah, une stat, là, oui. Ça, en fait, c'est une stat. C'est un fait. On sait que les entreprises qui avaient plus... On parle d'entreprises qui avaient plus de femmes dans le domaine de la gestion, mais je pense que j'aime mieux d'utiliser le mot diversité parce que quand je lisais les études, on parlait plus de diversité culturelle, de diversité au niveau des orientations sexuelles, peu importe. C'est pas nécessairement féminin ou masculin, là. Ben, tu sais, c'est qu'il y a plus de statistiques, sur les femmes versus les hommes que d'apporter une minorité culturelle sur ton board, là. Tu sais, il faut que les statistiques puis la recherche évoluent. Fait que je pense qu'en ce moment, on parle encore de hommes versus femmes, malheureusement. Ou heureusement qu'au moins on en parle. Mais ce qui a été démontré, c'est que ta diversité emmène cette intelligence collective-là. Puis cette intelligence collective-là va emmener, il parlait aussi d'un climat plus de collaboration, va emmener justement une meilleure performance de l'entreprise. Puis pas non seulement sur des données qui sont, je veux dire, peut-être moins intéressantes pour des entreprises. On parlait vraiment de données financières, d'EBITDA, de survivre à la COVID, pour donner un exemple, parce que c'est des stats qui ont été faits pendant la COVID. Donc... c'est la collaboration, c'est l'intelligence collective. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, même la transformation numérique de notre système de santé, là, qu'on parle, là, on en entend parler dans les journaux, hein, tu sais, Ça fait ministre. Quoi, 15 ans? Oui, mais là, pour la première fois, il parle de portail, puis il l'utilise pas mal, là. Il y a comme un... Mais il y a un momentum, Puis... c'est pas une seule entreprise qui va réussir cette transformation-là. Tu sais, c'est pas vrai qu'il y a une entreprise là, qui est capable de faire tout ce qu'on a besoin dans le réseau de la santé. Il va falloir que les entreprises collaborent, soient interopérables, que les solutions soient interopérables, qu'on s'entraide, gars, moi, je fais cette partie-là de la solution, toi, tu fais cette partie-là. Ben, regarde, travaillons ensemble, on va être complémentaires, puis on va amener une meilleure solution sur le terrain. Fait que la collaboration est aussi vraiment nécessaire dans l'entrepreneuriat pour comme apporter les grands changements qu'on veut puis la transformation qu'on a besoin dans notre système de santé. Fait que Mais c'est pas juste dans cette réalité-là, c'est qu'en fait la collaboration ou l'ouverture ou le fait de donner des connaissances ou de partager des connaissances, on le voit même ailleurs, là, en marketing, le modèle en ce moment, c'est je te donne un peu de mes connaissances puis tu me perçois comme un expert. Donc alors que tu reviens il y a quelques années, les gens, puis même encore aujourd'hui, dépendamment des milieux, il y a beaucoup de gens qui vont garder leurs connaissances pour eux ou elles. Parce que ça serait dangereux que quelqu'un le sache, alors qu'en 2022, les données et la connaissance, c'est partout. Donc, c'est ça de protéger tes données, puis tu le dis à une personne, t'es trop tard, t'as une fuite, c'est parti. Versus ce qui se passait dans les années 90, mettons, là, où tu pouvais confier quelque chose à une personne, puis tu étais pas mal certain que ça se rendrait pas vraiment ailleurs, parce qu'il n'y avait pas de mode pour répandre cette nouvelle-là. Oui. Alors, c'est
c'est une réalité de 2022. Puis quand on parle de collaboration, puis d'ouverture, puis que tout le monde y participe, ben c'est parce que notre société ressemble à ça. Effectivement. Alors, dans le fond, si on veut que nos entreprises ressemblent à la société, on a besoin d'aller dans cette direction-là dans tous les cas. C'est ça, on est poussé vers ça aussi. Là. C'est ça que les gens demandent puis exigent. Là, les clients, les utilisateurs, les patients, je veux dire, comme tu dis, c'est drivé par un changement qui est beaucoup plus grand que juste l'entrepreneuriat ou juste la santé. Puis on l'a vu avec la COVID, avec comment les scientifiques ont collaboré tout le monde ensemble pour partager leurs résultats, puis à quel point ça a accéléré la compréhension de la pandémie. Puis tu sais, ça, c'est un excellent exemple. C'est un excellent exemple. Oui, parce que tu peux avoir une personne qui travaille toute seule dans son bureau à un moment donné, puis qui dit non, c'est moi qui vais le trouver, le vaccin, tu sais. Puis il l'aurait sûrement pas trouvé tout seul. Ben non. Fait que... Puis c'est pour ça qu'on a fait le saut de comme, ben comment ça qu'on est capable de trouver un vaccin aussi rapidement? Ben c'est parce que ça a été une des premières fois dans l'histoire de l'humanité où les laboratoires ont autant partagé leurs connaissances. Fait il y avait les outils pour le faire aussi. Il y avait les outils pour le supporter. Fait que je pense que on a un exemple parfait avec ce qui est arrivé dans les 2 dernières années. On arrive à la fin de notre discussion, qui je pense qu'on pourrait parler encore pendant 10 heures, là, mais sur quoi est-ce que tu voudrais terminer? As-tu une dernière question, Mélodie? Parce qu'on peut faire quelque chose... Hein? T'as envie d'écouter? Oui, j'ai envie d'écouter. Je trouve que j'ai posé beaucoup de questions, j'ai jasé beaucoup, mais tu sais, François, qu'est-ce que tu retiens de ça? Tu sais, c'est quoi ton take-home message? Là? Tu vas rentrer chez vous. Wow, mon Dieu, OK, je je te mets sa sellette. Moi, j'aimerais ça avoir 2 messages. C'est parce que là, c'était moi qui posais la question, mais je pense que c'est bonne question, mais là, c'est pas je te lance des idées. Ben oui, en fait, c'est que, tu sais, on parle d'entrepreneuriat, puis je pense que, tu sais, ton vécu, même si parce que parfois, le syndrome d'imposteur vient parfois, je pense, du fait qu'on pense que notre vécu est différent de celui des autres, exact. Parce qu'on se sent dans nous-mêmes, mais on sent pas les autres, tu sais. Je pense qu'on pourrait facilement dire que ton vécu, Mélodie, Marie-Lou, représente un petit peu, je pense que je dis vrai là, quand si je parle de Mélodie, puis de moi aussi, cette réalité-là de se questionner, d'avoir une idée claire, de vouloir avancer avec cette idée-là. Je pense qu'on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat aujourd'hui. Mais de de collaboration, puis d'ouverture, puis de... Alors, c'est le fun de faire ça. Je pense que peut-être qu'il y a un take-home message. Dans le fond, s'il y a des gens qui ont le goût de faire ça, faites-le. C'est challengeant. Puis probablement que faire de l'entrepreneuriat, que ce soit en santé, en technologie ou dans d'autres domaines, en tout cas, moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était la seule chose qui m'aurait permis dans ma vie de me sentir comme qui je suis aujourd'hui. Parce que tu apprends sur toi constamment. Oui, vraiment. Donc, on pourrait dire, évidemment, il y a d'autres choses dans la vie qui permettent de nous connaître puis d'apprendre sur nous, mais d'être en affaires, c'est vraiment merveilleux à juste titre où ça met en évidence nos défauts, ce sur quoi on doit travailler pour être capable de continuer à avancer. Alors, je pense que c'est peut-être un sous-message, un message sous-jacent à ce que tu nous as dit aujourd'hui, Marie-Lou. Oui, c'est bon. Puis j'ajouterais, tu sais, je pense que c'est d'encourager les gens à entreprendre. Puis il y a différentes façons d'entreprendre. Exact. On n'est pas obligé... À toute échelle. À toute échelle. On n'est pas obligé de transformer le système de santé, là. On peut entreprendre pour... Je sais pas, dans notre clinique... je vais faire une soirée réseautage avec les... Là, tu sais, c'est sûr que là, je suis biaisée dans ce que j'apporte comme idée, là, mais... Non, il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de petits projets. Puis, tu sais, on peut être entrepreneur à différents niveaux. Puis, c'était peurant être entrepreneur, là. Moi, j'ai peur, toi, t'as peur, toi, t'as peur. Puis, moi, ce que je me dis, souvent dans ma tête, c'est... Marie-Lou, c'est quoi le pire qui peut arriver? C'est que t'échoues, en fait. Puis... Mais ça va arriver. Pas échoué. Mais ça va arriver, tu sais. Puis t'auras pas... Et c'est temporaire jusqu'à ce que ça marche. Exactement. Ou c'est le chemin, c'est de journey, là. Tu vas avoir appris plein d'affaires, ça n'aura pas marché, puis ça sera pas la fin du monde. Tu es quelqu'un qui est outillé dans la vie, tu vas te relever, puis tu vas faire d'autres choses, tu sais. Fait que je pense qu'il faut comme juste aussi se dire, oui, entreprendre, c'était peurant, mais... Si ça marche pas, le pire qui peut arriver, c'est que j'ai une profession, je suis physio, puis je recommence à faire de la physio. Dans tous les cas, c'est ça. On est chanceux d'avoir une profession. Oui, parce qu'on a un diplôme professionnel. Vraiment. Puis après ça, on peut se relever puis se remettre sur nos pattes. Là. Puis, exactement. Ce que pas tout le monde a comme occasion. Là. Mais il y a aussi, moi, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est la notion de... Tu sais, des fois, encore là, puis c'est peut-être moi qui est dans la thématique, c'est le cerveau aime être dichotomique. Je peux faire ça ou je peux pas le faire. Mais tu sais, t'as pas besoin d'être entrepreneur.
l'intrapreneuriat existe. Exact. Puis, tu sais, je pense que des fois, on parle de quitter la profession, des fois, puis je pense que c'est une thématique qui est importante pour François et moi parce qu'on le vit les deux, on veut l'avancement de notre profession, puis pour ça, il faut des TFIS, il faut des physios impliqués. Puis souvent, c'est qu'on vit une insatisfaction, donc on quitte. Mais tu sais, la première chose à faire, suite à une insatisfaction, c'est de faire un changement. Puis ce changement-là, tu n'as pas besoin d'en créer. Nous, on a créé des entreprises, mais tu n'as pas besoin de créer d'entreprise pour créer un changement, tu sais. Oui, vraiment. Oui, Donc, oui. Hey, merci. C'était le fun. Hey, Marie-Lou, merci, c'était le fun. Mélodie, Plaisir. merci d'avoir échangé avec nous. Ouais, je pense que ça a donné quelque chose de bien intéressant comme Ben discussion. Vraiment, vraiment. Hâte d'avoir vos oui. feedbacks à la maison. Yes. Ben oui, c'est ça. Moi, je finis avec un mot de la fin. Marie-Lou, où est-ce qu'on retrouve Braver? Comment on communique avec toi? Ben en fait, Braver est sur les magasins d'applications, sur l'App Store, sur le Play Store. De Google. Le Google, oui, c'est ça. Puis, sinon, Marilou à commercialbraver.health. Vous pouvez prendre contact avec moi si vous voulez en savoir plus. Je suis quelqu'un de très collaboratrice. Puis, sinon, www.braver.net, qui est notre site web. Puis, on a une page LinkedIn, Facebook. Fait qu'on est facilement retrouvable. Fait que n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des questions, peu importe. Là, ça va vraiment me faire plaisir. J'aime bien ça, jaser. Merci pour ton temps, Marie-Lou. Merci beaucoup. Merci à Mélodie. vous Merci, pour François. l'invitation. C'était vraiment le fun. Moi, j'ai juste un mot pour résumer ce podcast-là. C'est un mot très simple. 3 lettres? 3 lettres. Wow. C'était vraiment le fun. C'était bon. C'était une conversation super intéressante sur plusieurs sujets avec On a Marie-Lou. appris beaucoup aussi. Ouais. Je pense que ça touchait des cordes sensibles qui sont importantes Oui. pour nous. Puis j'espère que vous avez apprécié vous aussi. On peut nous rejoindre sur les médias sociaux. Mélodie et moi. Frankie Physio. Mélo Meilleur. À la prochaine. Le pouls de la physio est une présentation de Medexa, Physiotech, service d'électrothérapie et médical tronique.